Notre invité ce matin est Arieh Ben-Semoun, directeur exécutif d'Elnet France, une organisation qui œuvre au renforcement des liens et au dialogue entre la France et Israël. Arieh Ben-Semoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors, dans quelques jours, on le sait, Israël va officiellement étendre sa souveraineté, une certaine partie des territoires de Judée-Samarie, en tout cas, une initiative qui inquiète la communauté internationale, on l'a vu. On y reviendra bien sûr tout à l'heure, mais d'abord, une première question. Arieh Ben-Semoun, beaucoup accusent aujourd'hui Israël de ne pas respecter justement certaines conventions des Nations Unies, notamment la Convention de Genève. Est-ce que pour vous, c'est une critique viable ou Israël respecte bien le droit international? Deux réflexions tout d'abord, Ilana. La première, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que les Israéliens vont faire, et si même ils vont le faire. Non pas le transfert de souveraineté, mais l'application de la loi israélienne sur les territoires de Judée-Samarie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'exercice de la souveraineté ou de l'annexion d'un territoire. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est une petite notion de droit international que tout le monde a à la bouche, mais que la plupart des gens ne connaissent pas. D'abord parce que ces territoires n'appartiennent à personne. Et ils sont, comme avait l'habitude de le dire le président de la République François Mitterrand à l'époque, non pas des territoires occupés, mais des territoires disputés. Il y a effectivement des revendications. Il y a celles absolument légitimes des Israéliens, qui d'ailleurs leur ont été reconnues par le droit international, notamment lors de la conférence de San Remo il y a 100 ans. Je ne m'étends pas là-dessus, mais je donne juste une indication pour pouvoir permettre à nos auditeurs de s'y référer. Et puis, il y a la revendication des Palestiniens qui n'a aucune légitimité, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il n'existe pas d'État palestinien, qu'il n'a jamais existé d'État palestinien, et qu'à l'heure où nous parlons, l'autorité palestinienne fondée par les accords d'Oslo dispose d'une voix, d'une place au sein de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU, une voix consultative, et aucun territoire n'a été officiellement affecté à ce territoire palestinien qui est aujourd'hui purement virtuel. Ça, c'était le préambule. Maintenant, on invoque effectivement, comme je viens de le dire, le droit international et la 4e Convention de Genève pour accuser Israël de ne pas respecter justement le droit international. Or, la Convention de Genève ne s'applique qu'aux États souverains, qu'aux territoires qui appartiennent à des États souverains. Or, la Judée-Samarie n'appartient à aucun État souverain. La seule référence que l'on peut trouver sur la Judée-Samarie, c'est que la Judée-Samarie fait partie du territoire qui a été affecté au peuple juif pour y installer le foyer national, et c'est un décret qui a été intégré dans le droit international par la Société des Nations en 1920 lors de la conférence de San Remo, et qui a été validé systématiquement depuis, qui n'a jamais été remis en cause. Alors après, il y a les résolutions, celle de l'Assemblée générale, celle du Conseil de sécurité. Donc c'est extrêmement compliqué, je ne voudrais pas barber nos auditeurs avec toutes ces pièces, mais c'est très important de dire qu'il est grand temps de démanteler cette industrie du mensonge qui colporte sur Israël des manipulations, on ne peut pas le dire autrement, et qui veut faire passer Israël pour un État voyou, un État délinquant qui ne respecte pas le droit international et qui serait en train de spolier des Palestiniens qui auraient un droit antérieur et naturel à exercer la souveraineté sur ce territoire-là. C'est absolument faux. Il est important de le dire et de le répéter parce qu'un mensonge répété 1000 fois ne sera jamais une vérité. Et donc, il nous appartient à nous de mener ce combat pour la vérité et de répéter 1000 fois s'il le faut ce qu'est la vérité sans se laisser impressionner par ceux qui usent d'arguments d'autorité pour nous laisser croire le contraire. Il faut aussi rappeler que l'extension de cette souveraineté concerne des territoires qui sont un petit peu déjà juifs israéliens, notamment Ma'ale Adoumim ou encore l'implantation d'Ariel. Ce sont des territoires déjà qui sont israéliens en quelque sorte, donc c'est important de le rappeler aussi. C'est de facto des territoires qui sont sous la gouvernance israélienne, avec des populations israéliennes qui sont citoyennes de l'État d'Israël. Et dans toutes les négociations qui ont eu lieu depuis les accords de Camp David, on peut dire, sans prendre le risque d'être contredit, que ces territoires font partie des paramètres qui sont internationalement agréés comme devant faire partie, in fine, quelle que soit la négociation qui va s'opérer ou ne pas s'opérer avec les Palestiniens et les Arabes, du futur territoire définitif de l'État d'Israël.
Donc nous sommes là dans des postures qui sont des postures qui ne font pas avancer finalement le problème auquel nous sommes confrontés. Les Américains ont mis sur la table non pas un diktat qu'il faut suivre à la lettre, mais une proposition, un plan de paix qui peut servir de base de discussion à la reprise des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens. Et j'ajoute, et c'est là où ça devient intéressant, l'ensemble du monde arabe dans la région. Il y a la matière à trouver un compromis entre les parties, pour peu que les parties le veuillent et pour peu qu'elles se mettent autour de la table pour négocier. Et je trouve que… Justement, on a dit que le plan de Benjamin Netanyahou soutenu par Trump n'était pas très clair tout à l'heure, on l'a dit, mais ça comprendra, en tout cas selon certaines sources, 30% des territoires disputés. Ça reste encore assez flou, mais 30%, est-ce que c'est pas pour vous, comme le dit la communauté internationale, la fin quand même d'une solution à deux États comme, mais au contraire, c'est le début de la solution. Je pense Ron Dermer, l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, a écrit un article dans le Washington Post que nous avons partagé, et il dit une chose très belle. Il faut sortir de l'illusion des deux États pour aller vers la solution des deux États. On ne peut pas rester figé sur tous les plans et les propositions qui n'ont pas fonctionné depuis 20 ans maintenant. Elles n'ont pas fonctionné parce que les Palestiniens, systématiquement, les ont rejetées. Les ont rejetées avec Ehud Barak, les ont rejetées avec Ehud Olmert, les ont rejetées avec le plan Kerry-Obama, le rejettent encore aujourd'hui avec le plan présenté par l'administration américaine de Donald Trump. Donc, si ce plan ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il faut changer la méthode, changer l'implication des partenaires. Mais 30%, n'oubliez pas une chose, c'est 30% de la Judée-Samarie, mais avec des compensations et des échanges de territoires sur le territoire israélien et sur le Sinaï pour permettre aux Palestiniens, justement, de retrouver un espace vital qui soit satisfaisant pour leur permettre de se développer. Donc, il faut prendre ce plan dans sa globalité. Ce plan, c'est un plan qui, justement, met au cœur de ses propositions la solution à deux États. Il prévoit un État pour les Palestiniens, avec une continuité territoriale entre la Judée-Samarie, la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui prévoit des aides économiques jusqu'à 50 milliards de dollars. C'est sans précédent dans l'histoire. Les Palestiniens se voient offrir là une chance historique. Malheureusement, eux ne sauront pas la saisir, mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que dans cet irrédentisme-là, ils sont encouragés, confortés par la communauté internationale, par les Européens, par les Français, par les Allemands, par les Anglais, qui, d'une certaine manière, leur disent non, surtout n'y allez pas. Mais qu'est-ce que les Européens qui menacent de sanctions Israël ont à proposer ? Ils n'ont rien à proposer. Alors, et ils savent très bien que les Palestiniens, de toutes les façons, ne veulent pas négocier. C'est tout ou rien, mais je dirais si c'était tout ou rien seulement, ce serait à la limite, on pourrait peut-être l'entendre. Mais c'est un tout qui exclut Israël. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Alors justement, réaction très hostile de la communauté internationale, de la France également qui a mis en garde Israël. Certains exigent même des sanctions, notamment on l'a vu en France au sein de la France insoumise, à l'image de ce qui s'est passé voilà, un petit peu en Crimée quand l'Union européenne a imposé des sanctions à la Russie. Mais pour vous, ces deux situations n'ont absolument rien à voir et c'est important de le dire. Non seulement ça n'a rien à voir, mais avec la Crimée, on est dans un territoire qui appartient à un État souverain qui s'appelle l'Ukraine, dans des frontières qui sont reconnues par la communauté internationale. Les Russes ont mis la main sur ce territoire-là. Ils l'ont fait de manière absolument illégale. C'est absolument contraire au droit international. Toute annexion de territoire par la force est contraire au droit international. Et nous soutenons cette idée, puisque si c'est la raison du plus fort, alors il n'y a plus de possibilité finalement d'avoir la paix entre les nations. Mais s'agissant de la Judée-Samarie, Cisjordanie, chacun l'appellera comme il voudra, ce territoire d'abord a été pris par Israël lors d'une guerre défensive. Je rappelle que lors de la guerre des 6 jours, c'était les États arabes qui voulaient noyer dans le sang les Israéliens, les pousser à la mer. Et ce sont les Jordaniens qui ont attaqué Israël. Les Jordaniens n'étaient pas obligés d'entrer en guerre avec Israël. Ils l'ont fait de leur propre initiative alors que les Israéliens ne les avaient pas attaqués. Par conséquent, on est dans une situation totalement différente et évidemment, on ne peut absolument pas dire
que nous sommes là face à un phénomène ni d'occupation militaire traditionnelle par la force, ni de colonisation, ni dans un système dans lequel il y aurait, comme on l'entend, des colons, c'est-à-dire des personnalités étrangères à ce territoire qui, tout d'un coup, venus de nulle part, sont venus l'occuper pour en chasser les habitants autochtones. Que des Juifs s'installent en Judée. Je dois le dire, ça paraît d'une telle bêtise et simplicité, mais pourtant, c'est encore quelque chose qui doit être répété en permanence. Des Juifs en Judée ne sauraient être considérés comme des colons. Des Juifs à Jérusalem, la culture, le monde, la civilisation occidentale a été fondée sur cette idée que Jérusalem est le cœur de la culture judéo-chrétienne. Mais enfin, si c'est le cas, que les Européens soient cohérents avec eux-mêmes. Donc non, évidemment, on ne peut pas accepter les condamnations, on ne peut pas accepter les menaces, on ne peut pas accepter les mesures de rétorsion, ou même ce que l'on entend, c'est-à-dire que la communauté internationale est prête à préparer des ripostes contre Israël. Je rappelle à nos auditeurs qu'à chaque fois qu'Israël est attaqué par le Hamas ou par le Hezbollah ou par toute autre organisation terroriste, avec des missiles qui obligent des milliers et des centaines de milliers, pour ne pas dire parfois des millions de civils à aller dans les abris, quelle est la réaction de la communauté internationale? Est-ce qu'elle menace le Hamas de riposte ou le Hezbollah de riposte? Pas du tout. Elle appelle Israël à la retenue. Alors moi, j'appelle les Européens à la retenue. Je leur dis, gardez votre sang-froid, réfléchissez à ce que vous faites, arrêtez de tordre le bras au droit international, faites pression sur les Palestiniens. Si les Palestiniens prennent leur téléphone ce matin ou demain dans la journée, ils ont un petit peu de temps devant eux, appellent l'administration américaine ou qui que ce soit qui leur convient pour dire, nous sommes prêts à retourner à la table de négociation. Croyez-moi, tout le processus dont nous sommes en train de parler n'aura pas lieu. Tout le monde se mettra autour d'une table et nous discuterons. Mais les Palestiniens n'en ont pas envie et ils en ont d'autant moins envie qu'ils n'ont pas envie de créer leur propre État, trop compliqué, une situation qui est complètement bancale, que ce soit dans les territoires de Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Je rappelle que le principal problème, c'est que les Palestiniens ne sont pas capables de faire déjà la paix entre eux. Et parler d'un État palestinien quand les Palestiniens eux-mêmes ne sont pas capables d'arbitrer leur propre conflit interne, et je rappelle encore, parce que ça, il faut que nos auditeurs l'entendent, on nous parle de deux États démocratiques vivant en paix, en sécurité, mais de quelle démocratie on parle lorsque l'on parle de l'autorité palestinienne? Je rappelle que Mahmoud Abbas est dans la 14e année de son mandat de 4 ans, que chacun réfléchisse à cela. Et que la bande de Gaza est dirigée par une organisation terroriste reconnue comme telle par la communauté internationale, la France, l'Europe, les États-Unis et la plupart des pays arabes. Donc je pense qu'il faut appeler les Européens à la raison. Ce que les Israéliens peut-être feront, c'est justement d'enclencher quelque chose qui va conduire à la solution à deux États, parce qu'ils n'auront pas d'autre solution. Le plan de Trump, c'est pas je prends ce qui me fait plaisir et je laisse le reste. Si les Israéliens s'engagent dans le plan de Trump, ça veut dire qu'ils s'engagent dans un processus qui conduira à la création d'un État palestinien à très court terme. Maintenant, je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec ça. Je comprends la contestation. Je comprends les désaccords. Alors justement, Arié Ben Semoun, vous avez envoyé vous une lettre aux parlementaires français pour faire part de votre opinion, mais d'autres, dans l'autre sens, de très grands intellectuels français comme Bernard-Henri Lévy ou Alain Finkielkraut ont appelé dans une tribune au Monde à ne pas soutenir ce plan et appellent Israël à reculer. Vous en pensez quoi justement de cette initiative? Moi, je pense que chacun est libre évidemment d'exprimer son opinion sur ce sujet ou sur un autre. Je constate simplement que l'article qui a été signé par ces intellectuels français, dont beaucoup d'ailleurs, et vous avez cité au moins dedans, sont mes amis, des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection, je trouve que là, ils se sont commis dans quelque chose qui n'est pas digne d'eux. N'est pas digne d'eux d'abord parce que ce texte est pauvre. Si j'osais, je dirais il a été écrit avec les pieds, pas par eux évidemment, mais ils n'auraient jamais dû le signer parce qu'ils ne font que nourrir l'irrédentisme des ennemis d'Israël. Ces intellectuels-là, moi je pense qu'effectivement, ils doivent prendre la parole. Mais ils doivent prendre la parole pour ouvrir des perspectives. Pas pour dire aux Israéliens ne faites pas ci ou ne faites pas ça, mais peut-être pour faire des propositions que les diplomates ou les politiques ne sont pas capables de faire. Moi, je crois profondément à la paix. Je suis un militant de la coexistence et de la réconciliation entre les Juifs et les Arabes. En fait, ils accusent dans ce plan aussi de ne pas, que les Palestiniens ne sont pas inclus finalement dans ce plan, qu'on n'aurait pas les mêmes droits que les Israéliens.
En tout cas, c'est ce qu'il dit, ça va contre la démocratie israélienne. Vous en pensez quoi? Mais je pense que c'est un mensonge, c'est une calomnie, c'est de la propagande d'extrême gauche qui veut laisser penser qu'il y aurait une menace qu'Israël perde son âme en piétinant la démocratie et en devenant un État apartheid. Enfin, c'est proprement ridicule. C'est ridicule. Il y a en France des gens qui vivent sur le territoire français et qui ne sont pas français. Ce sont des étrangers vivant en France. Il y a des gens qui disposent de cartes de résident, qui ne sont pas de nationalité française, qui ne peuvent voter ni dans des élections municipales, ni dans des élections nationales. Est-ce que pour autant la France est un État d'apartheid? Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Tout ça n'est pas très sérieux. Je rappelle qu'il y a en Israël 2 millions, 1 300 000, 20% de la population qui sont des Arabes, qui disposent des mêmes droits que l'ensemble des Israéliens. Alors, ce que les Israéliens peut-être feront, d'abord, c'est conforme au droit international. Deux, ça ne remet pas en cause les grands principes démocratiques auxquels les Israéliens sont attachés. Mais enfin, je suis quand même étonné qu'on parle de démocratie s'agissant d'Israël et on oublie qu'Israël vit au cœur d'un océan de dictature, de théocratie, d'États absolument iniques. Mais quelles sont les autres démocraties du Moyen-Orient? Alors se comporter comme cela, avec le seul petit État démocratique de cette région, qui est d'ailleurs une démocratie exemplaire, l'affubler de tous les défauts. Je trouve que c'est indigne de ceux qui sont des intellectuels et de ces organisations prétendument juives qui ne représentent qu'elles-mêmes, qui ont signé ce document pour alerter sur des choses qui n'arriveront jamais. Je connais ce chiffon rouge de la perte de la démocratie. Israël perdrait son âme. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Israël ne fait que donner une chance à la paix en essayant d'ouvrir de nouvelles perspectives avec les Palestiniens et le monde arabe. Certains préfèrent le statu quo. Mais ce statu quo, il nous conduit où? Vers quoi? Alors, je comprends qu'on ne puisse ne pas être d'accord avec ça. Que l'on exprime ces désaccords me paraît sain. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la liberté d'expression, ça s'appelle le débat. Mais qu'on le fasse en s'appuyant sur des mensonges, sur des calomnies, sur des manipulations, ça, je crois que personne ne doit l'accepter. Et il est grand temps d'en finir justement avec ces mensonges qu'on répète à l'infini. Ce que Ben Dror Yemini, qui a publié un livre éponyme, a appelé l'industrie du mensonge. Donc cette industrie du mensonge tourne à plein régime. Il est temps de la démanteler. Il est temps de lui opposer la bataille pour la vérité, et c'est ce que nous faisons. Encore une fois, moi je ne prends pas parti dans ce débat. Je ne sais pas si les Israéliens doivent le faire ou ne pas le faire. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire ou ne pas le faire parce qu'il y a la crise économique, parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a tout un tas d'autres problèmes qui se posent aux Israéliens. Je ne le sais pas. C'est aux Israéliens qu'il appartient d'arbitrer ce débat. S'ils devaient passer à l'acte, ils le feraient sur la base d'une résolution votée par la Knesset et qui passerait au contrôle de la Cour suprême de l'État d'Israël. Israël est une démocratie, c'est un État de droit, n'a de leçons à recevoir de personne, ni des Européens, ni des associations juives, ni des intellectuels. On peut exprimer des désaccords, on peut s'inscrire dans un débat contradictoire, mais en aucune manière on ne peut le faire en s'appuyant sur des mensonges. Et est-ce que vous avez eu à l'inverse, pour terminer, Arieh Ben Semoun, des réponses de soutien peut-être des parlementaires français? Est-ce que vous avez... Oui. D'abord, je constate que 120 parlementaires ont signé une pétition qui a été initiée par le vice-président du groupe d'amitié France-Palestine. Ces 120 parlementaires, ce sont principalement à 90% les parlementaires de l'extrême gauche, c'est-à-dire la France insoumise, le Parti communiste, des parfaits petits antisionistes. Donc, je suis rassuré, parce que cette initiative n'a pas prise. Elle a été contenue. Ça ne veut pas dire que les parlementaires n'ont pas un débat. C'est pourquoi nous avons écrit cette lettre aux parlementaires et pour leur proposer un certain nombre de pistes de réflexion. Encore une fois, il appartient à chacun d'avoir son opinion. Mais pour se forger une opinion, il faut le faire à partir d'informations pertinentes. Et c'est le rôle qui est le nôtre, c'est de fournir aux parlementaires qui ne sont pas des férus de droit international, qui ne connaissent pas toujours la réalité politique et stratégique de la région, qui ne connaissent pas toutes les forces en présence, de leur donner la possibilité d'accéder à des informations, d'engager un débat contradictoire avec eux. Beaucoup d'entre eux sont partis en Israël, donc ils connaissent aussi cette réalité, et puis de les laisser décider. Après, moi j'accepte tout à fait, d'ailleurs c'est un débat qui a lieu en Israël. Il y a beaucoup d'Israéliens qui pensent que ce n'est pas le moment
ou que ce n'est pas nécessaire, ou qu'on préfère une solution multilatérale qu'une solution unilatérale. Mais toutes ces questions-là, il faut les entendre et il faut les respecter. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, ne pouvons pas tolérer, c'est ceux qui mentent, c'est ceux qui manipulent, ceux qui tordent la vérité. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en termine avec ça. Et cette affaire-là, encore une fois, on n'est pas sûr qu'elle aboutira, mais elle nous donne au moins l'occasion de revenir sur les fondamentaux et de faire en sorte que plus jamais on ne puisse dire que les Israéliens sont des imposteurs sur leur propre terre, que les Juifs n'ont pas de légitimité à être là où ils sont et que la légitimité des Arabes palestiniens serait supérieure à la leur. Tout ça est inacceptable et moi je suis pour un débat plus apaisé, plus balancé, plus équilibré et un débat juste. Mais il n'y a pas de justice sans vérité. Alors attachons-nous à trouver ce qui est vrai autant que cela est possible. Merci beaucoup, Arieh Ben-Semoun. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif d'Elnet France. Merci et à bientôt sur Radio J. Merci à vous.